Retirez vos mains de mon siège, petite insolente. Les mots de Madame Véronique Dubois tranchent l'air recyclé de la cabine de première classe comme une lame dentelée, faisant sursauter les passagers autour. Les têtes se tournent, les regards curieux ou gênés convergent vers la source de cette explosion verbale. Adèle Moreau, une jeune fille de 17 ans d'origine nord-africaine, se fige, ses doigts encore posés sur le cuir crème du siège 3A, son siège attribué sur ce vol Air France de Paris à Lyon. Une femme d'âge mûr, aux cheveux blonds méchés avec une précision presque agressive, est assise là, occupant l'espace comme si elle en était la propriétaire légitime. Ses yeux, d'un bleu glacial, scrutent Adèle, avec un mépris si palpable qu'il semble épaissir l'atmosphère pressurisée de la cabine. Adèle, vêtue d'un sweatshirt gris frappé du logo de l'école polytechnique, où elle a décroché un stage d'été prestigieux, sent sa gorge se nouer. « Excusez-moi », murmure-t-elle, sa voix plus faible qu'elle ne l'aurait souhaité, comme si la confiance qu'elle arborait en montant dans l'avion s'était évaporée sous ce regard acide. Elle tient son billet d'embarquement entre ses doigts, le papier désormais froissé et légèrement humide de sueur. C'est mon siège, 3A. Mansey. Véronique Dubois, drapée dans une écharpe Chanel et ornée d'une montre Cartier qui scintille sous les lumières tamisées de la cabine, esquisse un sourire narquois. « Écoutez ma chère, dit-elle, le mot cher dégoulinant d'un venin à peine masqué. Je suis membre platine depuis 20 ans. Je pense savoir lire un billet d'avion. Pourquoi ne retournez-vous pas en classe économique, là où est votre place ?» L'insinuation flotte dans l'air, lourde, toxique. Comme une accusation implicite, qui ne dit pas son nom, mais que tout le monde comprend. Les mots de Véronique ne sont pas seulement une remise en question du droit d'Adèle à ce siège, mais une attaque contre son existence même dans cet espace privilégié. Autour d'eux, les passagers s'agitent dans leurs sièges en cuir. Certains feignent de s'absorber dans leur magazine, d'autres pianotent frénétiquement sur leur téléphone, évitant soigneusement de croiser le regard d'Adèle. Un homme d'affaires, Pierre Lefebvre, la quarantaine, vêtu d'un costume impeccablement taillé, lève brièvement les yeux depuis son siège en 3B, juste à côté, avant de les détourner, comme si intervenir était au-dessus de ses forces. Personne ne dit rien. Le silence est une complicité passive, et Adèle le ressent comme un poids supplémentaire sur ses épaules. À 17 ans, Adèle est grande, élancée, avec des cheveux noirs tressés en une queue soignée et un regard vif qui trahit à la fois son intelligence et sa nervosité. Elle n'est pas étrangère à ce genre de situation. Dans les salles de classe des lycées parisiens, dans les boutiques de luxe du Marais, dans les restaurants huppés où elle a accompagné sa mère, elle a déjà senti ces regards qui questionnent sa présence, qui murmurent qu'elle n'appartient pas à ces espaces. Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, elle est en route pour Lyon, où elle doit recevoir le prix des jeunes innovateurs de la Fondation scientifique française pour son algorithme révolutionnaire, capable de prédire les mutations cellulaires du cancer avec une précision de 94%. Ce n'est pas seulement un siège qu'elle défend, c'est sa dignité, son droit à être là, à être vue pour ce qu'elle est. Une scientifique brillante, une fille qui a travaillé sans relâche pour arriver à ce moment. « Madame, » reprend-elle, sa voix tremblante mais déterminée, « j'ai mon billet ici. Ma mère l'a surclassé avec ses 1000. Je suis censé m'asseoir ici. » Elle tend le billet, un rectangle de papier qui semble soudain fragile face à l'arrogance de Véronique. La femme le balaie du regard à peine une seconde avant de ricaner. « Votre mère ?» répète-t-elle, le mot chargé d'un scepticisme moqueur, comme si l'idée qu'Adèle puisse avoir une mère capable d'acheter un billet de première classe était absurde. « Bien sûr, ma chère, et moi, je suis Catherine Deneuve. » La chaleur monte aux joues d'Adèle, une brûlure familière d'humiliation mêlée de colère. Elle connaît ce sentiment, cette piqûre récurrente qui accompagne les moments où son identité, sa peau mate, ses origines nord-africaines, son statut de jeune femme dans un monde qui valorise autre chose est remise en question. Mais elle refuse de céder. Pas aujourd'hui. Pas alors que sa mère, la docteure Fatoumata Diallo, PDG de Diallo Biotech, a tout organisé pour que ce voyage soit un moment de repos avant son discours à Lyon. Pas alors qu'elle s'apprête à monter sur scène devant des scientifiques du monde entier pour défendre son travail. Y a-t-il un problème ici? Une voix calme, mais ferme, interrompt l'attention. Claire, une jeune hôtesse de l'air d'une vingtaine d'années, aux cheveux châtains attachés en un chignon impeccable, apparaît dans l'allée. Son sourire professionnel est teinté d'une légère inquiétude alors qu'elle observe la scène, ses yeux passant d'Adèle à Véronique. Avant qu'Adèle ne puisse répondre, Véronique prend la parole, son ton autoritaire. « Cette fille prétend que c'est son siège, dit-elle, pointant un doigt manucuré vers Adèle. Je ne vais pas me faire éjecter par une adolescente qui s'est égarée de la classe économique. » Claire cligne des yeux,
visiblement déstabilisée, mais elle se ressaisit rapidement. « Madame, puis-je voir vos billets, s'il vous plaît ?» demande-t-elle, sa voix restant polie mais ferme. Adèle tend son billet sans hésiter, tandis que Véronique fouille dans son sac Hermès avec une exagération théâtrale, comme si l'idée même de devoir prouver son droit à ce siège était une insulte personnelle. « Je voyage toujours en 3A sur cette ligne, marmonne-t-elle, sortant enfin son billet. Claire examine les deux documents, ses sourcils se fronçant légèrement. « Madame Dubois, votre siège est le 4C, dit-elle posément. Le siège 3A est bien attribué à mademoiselle Moreau. » Un murmure parcourt les passagers à proximité. Véronique rougit, son visage passant de l'indignation à une colère contenue. « C'est ridicule, siffle-t-elle. Il doit y avoir une erreur. Je voyage en première classe depuis des années. » Avant que la situation ne puisse s'apaiser, une voix puissante retentit depuis l'entrée de l'avion. « Que se passe-t-il avec ma fille ?» Le silence s'abat sur la cabine, aussi soudain qu'un rideau tombant sur une scène. La docteure Fatoumata Diallo se tient dans l'encadrement de la porte, son tailleur bleu marine impeccable, ses cheveux tressés en un chignon élégant, son visage marqué par une inquiétude mêlée de colère contenue. Sa présence emplit l'espace étroit de la cabine, et même Véronique semble rapetisser légèrement sous son regard. « Maman » commence Adèle. Mais Véronique l'interrompt, se tournant vers Fatoumata avec un sourire forcé. « Il y a un malentendu, dit-elle, son ton dégoulinant de fausse courtoisie. J'expliquais juste que ce siège m'appartient. Pas de malentendu, coupe Fatoumata, sa voix vibrante d'une autorité qui ne tolère aucune réplique. Vous êtes assise sur le siège de ma fille, 3A, que j'ai personnellement surclassé hier avec mes 1000. Claire, visiblement mal à l'aise, échange un regard avec un autre passager, Pierre Lefebvre, qui observe la scène avec un intérêt croissant. Il tient son téléphone discrètement, enregistrant la confrontation, sentant qu'une histoire se dessine. « Docteur Diallo », commence Claire, tentant de désamorcer la situation, « nous ne vous attendions pas sur ce vol. » « Je ne suis pas sur ce vol, » répond Fatoumata, son ton tranchant comme une lame. « Je suis venu accompagner ma fille et j'ai vu cette scène depuis la passerelle. Madame, veuillez libérer le siège de ma fille immédiatement. » Véronique, le visage cramoisi, se redresse, ses lèvres pincées. « Savez-vous qui je suis ?» lance-t-elle, sa voix tremblante d'indignation. « Je suis une avocate reconnue, membre platine d'Air France. » Fatoumata croise les bras, imperturbable. « Je me fiche de savoir si vous êtes la reine de France, » rétorque-t-elle. « Vous êtes sur le siège de ma fille. Bougez. » La cabine est devenue un théâtre, les passagers abandonnant toute prétention d'indifférence. Certains filment ouvertement avec leur téléphone, d'autres murmurent entre eux, captivés par le drame qui se déroule. Pierre Lefebvre, le journaliste, note mentalement chaque détail, son instinct lui soufflant que cette scène pourrait faire la une. Soudain, l'intercom grésille, brisant la tension momentanément. « Ici votre commandant, Antoine Dubois, annonce une voix grave et posée. Nous avons une situation à résoudre avant le décollage. Veuillez rester assis et garder vos ceintures attachées. » Véronique, à moitié levée de son siège, se fige, son sac toujours à la main. Claire, alarmée, murmure quelque chose à un collègue, un steward plus âgé nommé Marc, qui secoue la tête, visiblement dépassé. L'intercom reprend. « Mesdames et messieurs, à la suite d'une alerte de sécurité, ce vol est temporairement immobilisé au sol. Nous vous demandons votre patience pendant que nous procédons à des vérifications. » Quoi ? Un murmure d'inquiétude parcourt la cabine. Adèle, toujours debout dans l'allée, sent son cœur s'accélérer. Elle regarde sa mère, cherchant un réconfort dans son regard ferme. Fatoumata reste immobile, son attention fixée sur Véronique, qui semble soudain consciente des nombreux yeux posés sur elle. « C'est insensé, » marmonne Véronique, rassemblant ses affaires avec des gestes brusques. « Je n'ai jamais été aussi insultée de ma vie. » Fatoumata esquisse un sourire froid. « Amusant, » dit-elle. « Ma fille et moi vivons ce genre d'insultes régulièrement. » À cet instant, Pierre Lefebvre, le journaliste, se racle la gorge depuis son siège. « Excusez-moi, » dit-il, sa voix calme mais claire, attirant l'attention. « J'ai tout enregistré. Le billet de mademoiselle Moreau indique clairement le siège 3A. Il n'y a aucune ambiguïté. » Il brandit son téléphone, où l'enregistrement de la confrontation est prêt à être partagé. Véronique blêmit, réalisant qu'elle est désormais au centre d'une attention non désirée. Claire, saisissant l'opportunité, s'approche de Pierre. « Monsieur, pourriez-vous nous transmettre cet enregistrement ? Cela pourrait clarifier les choses. »
Avant que la situation ne puisse évoluer davantage, des bruits de pas lourds résonnent dans la passerelle. Une équipe de sécurité, composée d'hommes et de femmes en uniforme sombre, monte à bord, leurs visages sérieux et leurs mouvements précis. Le chef d'équipe, un homme à la carrure imposante nommé Capitaine Lefebvre, aucun lien avec Pierre, s'adresse directement au commandant Antoine Dubois, qui vient de sortir du cockpit. Commandant. Nous avons reçu un appel anonyme signalant qu'un passager voyage avec de faux documents en première classe. Explique-t-il, à voix basse, mais suffisamment fort pour que les passagers proches l'entendent. Nous devons vérifier l'identité de certains individus. My no. Adèle sent une vague de panique l'envahir. Elle regarde sa mère dont le visage s'est durci, les lèvres pincées en une ligne fine. Un appel anonyme, répète Fatoumata, sa voix basse mais vibrante de colère. Et je suppose que cet appel concernait ma fille, n'est-ce pas? Le capitaine Lefebvre, mal à l'aise, hoche la tête. Nous devons suivre le protocole, madame. Mademoiselle, puis-je voir vos documents d'identité et votre billet, s'il vous plaît? Adèle, les mains tremblantes, fouille dans son sac pour sortir sa carte d'identité et son billet. Elle les tend au chef de la sécurité, qui les examine avec une minutie exagérée. Pendant ce temps, Pierre Lefebvre intervient à nouveau. Commandant, je peux confirmer que cette jeune femme était à la porte d'embarquement avec sa mère. Que voici. J'ai tout vu, et j'ai l'enregistrement pour le prouver. Il fait défiler son téléphone, montrant une vidéo où l'on voit clairement Adèle présenter son billet à l'agent d'embarquement, accompagné de Fatoumata. Le commandant Antoine Dubois, un homme d'une cinquantaine d'années aux tempes grisonnantes et au regard perçant, écoute attentivement. Il a passé 30 ans à piloter, affrontant des tempêtes au-dessus de l'Atlantique, des pannes mécaniques au-dessus des Alpes et des situations tendues dans des cabines bondées. Mais cette confrontation, où une jeune fille est visée pour des raisons qu'il devine trop bien, touche une corde sensible. Son père, l'un des premiers pilotes noirs d'Air France, lui a appris que chaque vol est une occasion de montrer ce qui est possible, de défier les préjugés par l'excellence. « Capitaine Lefebvre, dit-il, sa voix ferme mais mesurée, je connais la docteure Diallo. J'ai rencontré sa fille ce matin à l'embarquement. Je peux personnellement garantir son identité. Hall. » Le chef de la sécurité semble hésiter, pris entre le protocole et la réalité de la situation. « Commandant, si vous vous portez garant, nous pouvons considérer l'affaire close. Mais nous devons identifier l'origine de cet appel anonyme. » À ce moment, Fatoumata se tourne vers Véronique, qui s'est assise dans le siège 4C, évitant soigneusement tout contact visuel. « C'était vous, n'est-ce pas ?» demande-t-elle, sa voix basse mais accusatrice. « Vous avez passé cet appel quand vous n'avez pas obtenu ce que vous vouliez. » Véronique ne répond pas, mais son silence est éloquent. Les passagers autour murmurent, certains indignés, d'autres choqués. Pierre Lefebvre secoue la tête, son stylo déjà en train de griffonner des notes pour son futur article. Claire, l'hôtesse, s'approche du commandant Dubois et murmure. « J'ai vu Madame Dubois utiliser son téléphone juste avant l'arrivée de la sécurité. Je peux vérifier les journaux d'appel si nécessaire. » Antoine Dubois prend une profonde inspiration, évaluant la situation avec le calme d'un homme habitué à gérer des crises à 30-0 pieds. « Madame Dubois, dit-il, son ton sans appel, je vais devoir vous demander de quitter cet avion. Faire une fausse déclaration à la sécurité aérienne est une infraction grave, sans parler de la perturbation des opérations de vol. » Véronique se redresse, outrée. « Vous ne pouvez pas être sérieux. Je suis une cliente fidèle, membre platine. Je voyage sur cette ligne 2 fois par mois. »« Pas aujourd'hui, » répond Antoine, imperturbable. « Marc, veuillez escorter Madame Dubois hors de l'appareil et informer les agents à la porte qu'elle devra être réaffectée sur un autre vol. » Alors que Marc, le steward, s'approche, Véronique ramasse ses affaires, son visage un masque de fureur et d'humiliation. En passant devant Adèle, elle ne peut s'empêcher de lancer une dernière pique. « C'est ça, le problème aujourd'hui, » siffle-t-elle. Tout le monde crie au scandale dès qu'on ne leur donne pas ce qu'ils veulent. Fatoumata se place devant sa fille, protectrice. « La seule personne qui a cherché un traitement spécial aujourd'hui, c'est vous, » rétorque-t-elle. « Réfléchissez-y pendant votre attente à l'aéroport. » Lorsque Véronique disparaît dans la passerelle, un applaudissement spontané éclate parmi certains passagers. Adèle s'assit enfin dans le siège 3A, ses mains encore tremblantes, mais sa posture plus droite. Fatoumata se penche vers elle, murmurant des mots de réconfort avant de se redresser. « Je dois partir, ma chérie. Les portes vont bientôt fermer. » Adèle hoche la tête, rassemblant son courage. « Je vais bien, maman. Vraiment. » Fatoumata lui serre la main une dernière fois avant de quitter l'avion, lançant un dernier regard à Véronique, qui s'éloigne sous escorte. Dans le cockpit,
Antoine retourne à ses préparatifs, conscient que ce vol, qui devait être routinier, est devenu tout sauf ordinaire. Pierre Lefebvre, toujours en 3B, se tourne vers Adèle. « Vous avez été impressionnante, dit-il doucement. Ce n'est pas tout le monde qui aurait tenu tête comme vous l'avez fait. » Adèle esquisse un sourire timide, encore secouée mais reconnaissante pour cette gentillesse inattendue. Mais pour comprendre comment un simple différend de siège a conduit à l'immobilisation d'un avion et à une leçon de justice, il faut remonter 48 heures plus tôt, lorsque la docteure Fatoumata Diallo a pris une décision qui allait tout déclencher. Dans les bureaux parisiens de Diallo Biotech, sous la lumière dorée d'un après-midi d'automne, Fatoumata examine des projections financières, son esprit partagé entre l'avenir de son entreprise et celui de sa fille. 20 ans plus tôt, elle a fondé Diallo Biotech dans un petit laboratoire à Belleville, avec rien d'autre qu'une subvention et une vision. Aujourd'hui, son entreprise est sur le point de révolutionner le traitement du cancer grâce à une thérapie cellulaire innovante. L'approbation de l'Agence européenne des médicaments est pratiquement acquise, déclare Julien Martin, son directeur financier, un homme discret qui a cru en elle dès les premiers jours. Les revenus pourraient atteindre 2 milliards d'euros la première année. Fatoumata ôte ses lunettes, pensive. « Ce n'était jamais une question d'argent, Julien, murmure-t-elle. Mais l'argent aide à financer la prochaine grande idée, répond-il avec un sourire complice, rappelant les années difficiles, les hypothèques, les nuits blanches à peaufiner des présentations pour des investisseurs sceptiques. Un coup léger à la porte interrompt leur échange. Sophie, l'assistante de Fatoumata, une femme élégante d'une 60aine d'années, passe la tête. « Docteur Diallo, votre fille est en ligne. » Elle dit que c'est urgent. Le cœur de Fatoumata s'accélère. Adèle ne l'appelle jamais pendant les heures de lycée. « Excusez-moi, Julien, » dit-elle, saisissant le téléphone. « Adèle ? Tout va bien ? Maman, j'ai eu le prix. » La voix d'Adèle déborde d'excitation. « Le prix des jeunes innovateurs. » Ils viennent d'appeler. Une vague de fierté envahit Fatoumata. À 17 ans, Adèle a conçu un algorithme d'intelligence artificielle qui prédit les mutations cellulaires du cancer, attirant l'attention de la communauté scientifique internationale. « Ils veulent que je parle à la cérémonie à Lyon ce week-end, » ajoute Adèle. Fatoumata jette un œil à son agenda, où une réunion cruciale avec un partenaire suisse est prévue le même jour. « C'est fantastique, ma chérie. Je viendrai samedi matin. Je serai là pour le dîner après la cérémonie. » Un silence chargé suit. « Tu ne peux pas venir à la cérémonie, c'est ça ?» demande Adèle, la déception palpable dans sa voix. Fatoumata soupire, calculant mentalement. « La réunion est vendredi, mais je vais m'organiser. » Après avoir raccroché, elle fixe les toits parisiens depuis la fenêtre, le poids de ses choix professionnels pesant lourdement. Combien de moments précieux avec Adèle a-t-elle manqué? Les pièces de théâtre scolaires, les compétitions scientifiques, les anniversaires où elle était en réunion à l'autre bout du monde. Julien, lisant son expression, intervient doucement. « Elle comprend, Fatoumata. Comme toi avec ta mère, qui travaillait sans relâche pour t'offrir une éducation. » Fatoumata hoche la tête, mais une résolution se forme dans son esprit. « Annule la réunion, » dit-elle soudain, sa voix ferme. « Repousse-la à lundi. Ma fille passe avant tout. » Julien hausse un sourcil, mais un sourire d'approbation éclaire son visage. « Les Suisses ne seront pas ravis, note-t-il. »« Qu'ils me licenciaient alors, » répond Fatoumata, avec un sourire qui défie l'univers. « Ils savent que personne d'autre ne peut conclure cet accord comme moi. » Ce soir-là, en réservant un billet de première classe pour Adèle et en s'organisant pour l'accompagner à l'aéroport, Fatoumata ressent une certitude profonde, comme si ce choix, bien que simple, portait une signification plus grande. Elle ne peut s'empêcher de penser à son défunt mari, Malik, un physicien brillant qui l'a toujours soutenu dans ses ambitions. « Concentre-toi sur les percées, pas sur les obstacles, » disait-il lorsqu'elle passait des nuits blanches à travailler. Que dirait-il aujourd'hui? La réponse lui vient avec une clarté saisissante. Adèle est la priorité. À l'aéroport Charles de Gaulle, le lendemain, l'effervescence matinale est palpable. Les voyageurs d'affaires serrent leur café comme des bouées de sauvetage. Les familles guident des enfants ensommeillés vers les portes d'embarquement. Dans le salon de première classe, Véronique Dubois sirote un verre de champagne, son écharpe Chanel soigneusement drapée sur ses épaules. À 52 ans, elle est une avocate redoutable, spécialisée dans les divorces de haut vol. Son dernier dossier, un magnat de la tech aux actifs cachés, lui a valu une prime conséquente et une réputation encore plus solide. Elle remarque Adèle, seule dans un coin du salon, son sweatshirt de l'école polytechnique contrastant avec l'élégance ostentatoire des autres passagers.
Un rictus de dédain traverse le visage de Véronique. Au moment de l'embarquement, Adèle traverse la foule, son sac à dos chargé de livres scientifiques et de son discours inachevé pour la cérémonie. Elle est nerveuse, mais excitée. Son premier vol solo, un rite de passage vers l'âge adulte. Lorsqu'elle atteint le siège 3A, elle trouve Véronique installée, son sac occupant l'espace voisin. La confrontation éclate rapidement et la tension monte lorsque Véronique refuse de bouger. Pierre Lefebvre, observant depuis le siège 3B, commence à enregistrer discrètement, son instinct de journaliste flairant une histoire. Claire, l'hôtesse, tente de calmer les esprits, mais Véronique, dans un geste calculé, passe un appel anonyme depuis son téléphone, accusant Adèle de voyager avec de faux documents. Lorsque l'équipe de sécurité monte à bord, la situation atteint son paroxysme. Pierre intervient, montrant son enregistrement pour prouver l'innocence d'Adèle. Le commandant Antoine Dubois, après avoir entendu les explications et reconnu Fatoumata, prend une décision ferme. « Madame Dubois, dit-il, vous avez causé une perturbation inacceptable. Veuillez quitter l'appareil. » Sous les regards des passagers, Véronique est escortée hors de l'avion, laissant Adèle enfin s'asseoir dans son siège. Mais l'incident laisse des traces. Adèle, bien que victorieuse, ressent une blessure profonde, une humiliation qui s'ajoute aux nombreuses petites coupures qu'elle a endurées au fil des années. Fatoumata, avant de quitter l'avion, murmure à sa fille. « Tiens-toi droite, parle fort, et ne t'excuse jamais d'occuper l'espace qui te revient. » Adèle hoche la tête, déterminée à transformer cette épreuve en force. Alors que l'avion se prépare enfin à décoller, Pierre se tourne vers elle. « Vous allez à Lyon pour quelque chose d'important, n'est-ce pas ?» Adèle sourit faiblement. « Oui, pour recevoir un prix scientifique. » Pierre hoche la tête, impressionné. « Alors, montrez-leur de quoi vous êtes capable. » Le vol vers Lyon s'annonce désormais, mais ce qui a commencé comme une simple dispute pour un siège est devenu bien plus. Une leçon sur le courage, la justice et le pouvoir de ceux qui choisissent de se lever pour ce qui est juste. L'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry s'étend sous un ciel d'automne, ses pistes scintillant sous les premières lueurs du soir. Adèle Moreau descend de l'avion, son sac à dos alourdi par ses livres scientifiques et le poids invisible de l'incident survenu à bord du vol Air France. Le siège 3A, qu'elle a dû défendre avec tant de ténacité, semble encore vibrer dans sa mémoire, chaque mot de Madame Véronique Dubois résonnant comme une blessure fraîche. Pourtant, alors qu'elle traverse le terminal, ses pas sont fermes, portés par une détermination qu'elle puise dans les paroles de sa mère. « Tiens-toi droite, parle fort, et ne t'excuse jamais d'occuper l'espace qui te revient. » Elle ajuste son sweatshirt de l'école polytechnique, un symbole de ses ambitions, et se dirige vers la sortie où un chauffeur l'attend pour l'emmener à l'université Claude Bernard, où se tient la cérémonie des prix des jeunes innovateurs de la Fondation scientifique française. Ce soir, elle recevra une reconnaissance pour son algorithme d'intelligence artificielle capable de prédire les mutations cellulaires du cancer avec une précision de 94%, un travail qu'elle a conçu dans sa chambre parisienne, sur un ordinateur d'occasion, en suivant des cours en ligne et en expérimentant sans relâche. Mais l'excitation de ce moment est ternie par l'humiliation subie dans l'avion, et Adèle sent une tension dans sa poitrine, un mélange de colère et de doute. À l'université Claude Bernard, le campus brille comme un phare dans la pénombre. Les bâtiments modernes, avec leurs façades de verre et d'acier, contrastent avec les pelouses soigneusement entretenues, évoquant un mélange de tradition académique et d'innovation audacieuse. Dans le grand hall du centre des congrès, où la cérémonie doit avoir lieu, une foule élégante se presse. Des professeurs en costume sobre, des entrepreneurs technologiques en tenue décontractée mais coûteuse, des étudiants oscillant entre jeans délavés et robes de soirée. Adèle, vêtue du blazer bleu marine que sa mère, la docteure Fatoumata Diallo, lui a conseillé, associée à une blouse en soie crème et un pantalon large, se sent à la fois dans son élément et légèrement déplacée. Elle ajuste le col de son blazer pour la 10e fois, comme si ce geste pouvait apaiser les battements rapides de son cœur. Son discours, soigneusement préparé sur son ordinateur portable, repose dans son sac, mais les mots semblent soudain flous, comme si l'incident de l'avion avait brouillé sa clarté. Une femme d'une 50aine d'années s'approche, ses cheveux gris coupés en un carré pratique, ses lunettes élégantes perchées sur le bout de son nez. « Adèle Moreau ?» demande-t-elle avec un sourire chaleureux, tendant une main ferme. « Je suis la professeure Émilie Garnier, présidente du comité de sélection du prix. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir. » Adèle serre sa main, surprise par la sincérité de son ton. « Merci de m'avoir choisi, » répond-elle, sa voix un peu hésitante mais empreinte de gratitude. « Votre algorithme est remarquable, » poursuit Émilie,
ses yeux pétillants d'enthousiasme. Ces applications potentielles, surtout pour les centres oncologiques ruraux dépourvus de pathologistes spécialisés, pourraient véritablement démocratiser le traitement du cancer. Ces mots, venant d'une scientifique respectée, font naître une chaleur dans la poitrine d'Adèle, mais ils ne dissipent pas totalement le malaise laissé par l'incident du vol. Elle murmure un merci et détourne les yeux, scrutant la foule à la recherche de sa mère, dont le vol a été retardé par des problèmes mécaniques. Soudain, une voix familière l'interpelle. « Adèle !» Elle se retourne pour voir Pierre Lefebvre, le journaliste du vol, approché avec un carnet à la main et un sourire amical. « Je couvre la cérémonie pour le monde, » explique-t-il, « mais je dois dire que je suis surtout ici pour vous voir briller. Vous avez marqué les esprits dans cet avion. » Adèle rougit, touchée par son soutien inattendu. « Merci, monsieur Lefebvre. Je ne m'attendais pas à vous revoir. » Avant qu'il ne puisse répondre, une autre silhouette s'approche. Claire, la jeune hôtesse de l'air qui avait assisté à la confrontation. Elle porte une tenue civile, ses cheveux détachés. Mais son sourire est le même, doux et rassurant. « Adèle, je ne pouvais pas manquer ça, » dit-elle. « J'ai pris un congé pour venir. Ce que vous avez fait dans l'avion, ça m'a inspiré. » Adèle, émue, sent une vague de gratitude l'envahir. Ces deux alliés inattendus, rencontrés dans un moment de crise, lui rappellent que le monde, malgré ses injustices, peut aussi offrir des soutiens précieux. Dans un coin du hall, Adèle remarque un jeune homme de son âge, vêtu d'un pull en laine un peu trop grand pour lui, qui semble hésiter à s'approcher. Il finit par faire un pas en avant, un sourire timide aux lèvres. « Vous êtes Adèle Moreau, n'est-ce pas ?» demande-t-il. « Je m'appelle Julien, Julien Roche. Je suis aussi lauréat ce soir. » Adèle hoche la tête, intriguée par sa nervosité. Julien, originaire de Marseille, lui raconte qu'il a développé un capteur environnemental pour détecter les polluants dans l'eau, un projet né de son enfance dans un quartier ouvrier où l'accès à l'eau potable était un défi. « On m'a dit que je n'avais pas ma place dans les grandes écoles, » confie-t-il, ses yeux baissés. « Parce que je viens d'un milieu modeste, parce que je ne parle pas avec l'accent parisien, mais je me suis battu pour être ici. » Adèle sent une connexion immédiate avec lui. « Je comprends, » murmure-t-elle. « Dans l'avion, aujourd'hui, on m'a dit que je n'avais pas ma place en première classe. » Julien hoche la tête, un éclair de compréhension dans les yeux. « Ça nous rend plus forts, non ?» demande-t-il. Adèle sourit, pour la première fois depuis des heures. « Oui, ça nous apprend à ne pas baisser les bras. » Cette conversation, brève mais profonde, rallume une étincelle en Adèle. Elle repense à l'incident, à la manière dont elle a tenu tête à Véronique, soutenue par sa mère, Pierre et Claire. Ces moments de solidarité, même face à l'adversité, lui donnent une idée. Elle ne veut pas que son discours soit seulement une célébration de son travail scientifique. Elle veut qu'il soit un cri de ralliement, un appel à reconnaître les barrières humaines qui entravent le progrès autant que les défis techniques. Alors qu'un carillon retentit, signalant aux invités de se diriger vers l'auditorium, Adèle sent une boule de nervosité se former dans son estomac. Elle vérifie son téléphone, espérant un message de sa mère, mais rien. Fatoumata est toujours en vol, bloquée par un retard imprévu. Dans l'auditorium, l'atmosphère est électrique. Les sièges se remplissent rapidement. Un mélange de visages majoritairement blancs, mais aussi d'autres. Asiatiques, africains, sud-américains, reflétant une diversité croissante dans le monde scientifique, bien que lente à s'imposer. Adèle prend place près de Pierre et Claire, qui ont insisté pour s'asseoir à ses côtés. « Respirez profondément », murmure Pierre, remarquant son anxiété. « Vous avez gagné votre place ici, Adèle. Ne l'oubliez pas. » Elle hoche la tête, reconnaissante, mais ses yeux continuent de scruter la foule, espérant apercevoir sa mère. La cérémonie commence par les formalités habituelles, discours de bienvenue, remerciements aux sponsors, une brève histoire du prix. Adèle écoute à moitié, son esprit oscillant entre son discours imminent et l'incident de l'avion. Puis, la professeure Émilie Garnier monte sur scène, son charisme emplissant l'espace. L'avenir de la science repose non seulement sur les chercheurs établis, mais aussi sur les esprits jeunes, libres des conventions du passé, déclare-t-elle, sa voix résonnant dans l'auditorium. Ce soir, notre lauréate incarne cet esprit d'innovation. En utilisant une approche novatrice d'apprentissage automatique, elle a développé un algorithme qui prédit les mutations cellulaires du cancer avec une précision de 94%, ouvrant la voie à des stratégies d'intervention précoce et à des traitements personnalisés. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir la récipiendaire du prix des jeunes innovateurs, Adèle Moreau. Une vague d'applaudissements emplit la salle, et Adèle se lève,
ses jambes soudain faibles. Pierre lui adresse un sourire encourageant. Claire un discret pouce levé. Elle gravit les marches menant à la scène, chaque pas mesuré, comme si elle marchait sur un fil tendu au-dessus d'un abîme. Au pupitre, elle ajuste le micro, ses yeux balayant la mer de visages devant elle. Elle prend une profonde inspiration, sentant le poids de son discours plié dans la poche de son blazer. Mais alors qu'elle s'apprête à le sortir, les événements des dernières heures défilent dans son esprit. Le regard de Véronique, la voix de sa mère, l'intervention de Pierre, le courage de Claire, une impulsion nouvelle s'empare d'elle, et elle décide de parler avec son cœur plutôt que de suivre ses notes. Merci, professeur Garnier, distingués invités, collègues scientifiques, commence-t-elle, sa voix plus forte qu'elle ne l'aurait cru possible. Je me tiens devant vous aujourd'hui non seulement en tant que chercheuse, mais en tant qu'apprenante, une personne qui découvre sans cesse non seulement des vérités scientifiques, mais aussi des vérités humaines. Elle marque une pause, ses yeux parcourant la foule. Au fond de la salle, elle aperçoit un mouvement. Sa mère, Fatoumata, glissant discrètement dans l'auditorium, son sac de voyage encore à la main. Leurs regards se croisent, et Adèle puise une force nouvelle dans l'expression de fierté et d'inquiétude de sa mère. Ce matin, sur le vol qui m'a amené ici, poursuit-elle, j'ai vécu une expérience que beaucoup qualifieraient d'humiliante. Mon siège, un siège que ma mère avait soigneusement réservé pour moi, a été pris par quelqu'un qui m'a regardé et a décidé que je n'avais pas ma place là-bas. Quand j'ai défendu mon droit à cet espace, la sécurité a été appelée. Mes documents ont été vérifiés, ma présence traitée comme suspecte. Un silence lourd s'abat sur l'auditorium, les spectateurs suspendus à ces mots. Adèle sent sa voix trembler légèrement, mais elle continue, portée par une conviction grandissante. Je pourrais prétendre que la science existe dans un vide, que les seuls obstacles à l'innovation sont intellectuels. Mais ce serait malhonnête. La science se fait dans le monde réel, par des gens réels, avec des préjugés et des angles morts bien réels. Parfois, les plus grands obstacles au progrès ne sont pas techniques, mais humains, les jugements que nous portons sur qui appartient où, qui mérite quelles opportunités, dont les idées méritent d'être entendues. La salle est désormais totalement silencieuse, captivée par la passion brute dans la voix d'Adèle. Elle pense à Julien, à son histoire de lutte contre les préjugés et à sa propre expérience dans l'avion. Mon algorithme fonctionne parce qu'il reconnaît des motifs trop subtils pour l'observation humaine, explique-t-elle. Il ne se soucie pas de savoir si les cellules cancéreuses proviennent d'un patient noir, blanc, homme, femme, riche ou pauvre. Il analyse les données sans préjugés. Imaginez ce que nous pourrions accomplir si nous nous approchions les uns des autres de la même manière, sans idée préconçue. Un rire léger parcourt la foule lorsqu'elle ajoute, avec un sourire timide, « Je suis une fille de 17 ans, originaire de Belleville, qui a appris l'apprentissage automatique sur YouTube et des cours en ligne de l'école polytechnique. » Ce moment d'humour brise la tension, et les applaudissements spontanés qui suivent renforcent sa confiance. « J'accepte ce prix avec une immense gratitude, » continue-t-elle. Non seulement pour la reconnaissance de mon travail, mais pour ce qu'il représente, un engagement à évaluer les idées selon leur mérite, pas selon leur source, une volonté d'écouter des voix nouvelles, même lorsqu'elles viennent d'endroits inattendus. Elle conclut en rendant hommage à ceux qui l'ont soutenue. Je veux remercier ma mère, la docteure Fatoumata Diallo, qui m'a appris que l'excellence n'est pas une exception, mais une attente. Mon père, Malik, qui m'a appris que la curiosité est le moteur de l'innovation, même s'il n'est plus là pour le voir. Et les alliés inattendus que j'ai rencontrés aujourd'hui, des gens qui ont dit « Oui, elle a sa place ici », quand d'autres l'ont contesté. Elle regarde Pierre et Claire dans le public, leur visage rayonnant de fierté. « Vous savez qui vous êtes. Merci de m'avoir rappelé que, pour chaque personne qui essaye de rendre notre monde plus petit, il y en a d'autres qui travaillent à le rendre plus vaste, plus inclusif, plus juste. » Elle termine avec une phrase qui lui est venue dans l'avion, alors qu'elle réfléchissait à son discours. L'innovation, ce n'est pas seulement découvrir ce qui est possible, c'est le redéfinir. C'est regarder les limites acceptées par d'autres et demander « Et si ?» Merci pour cet honneur et pour l'opportunité de continuer à poser cette question essentielle. L'applaudissement qui suit est immédiat, tonitruant, une ovation debout qui semble surprendre même la professeure Garnier. Adèle, tenant le prix en cristal entre ses mains, sent une vague d'émotion l'envahir. Elle voit sa mère au fond de la salle, essuyant une larme, et Pierre et Claire applaudissant avec une ferveur presque parentale. Dans cet instant, sous les lumières éclatantes de l'auditorium, Adèle ressent un sentiment d'accomplissement. Non seulement pour son travail scientifique,
mais pour avoir transformé une expérience douloureuse en un message puissant. À la réception qui suit, Adèle est entourée de félicitations. Des professeurs proposent du mentorat, des représentants d'entreprises parlent d'opportunités de stage, des étudiants souhaitent collaborer. Pierre, fidèle à sa promesse, note chaque détail pour son article, tandis que Claire lui offre un petit badge d'hôtesse en souvenir. « Gardez-le », dit-elle avec un sourire, « pour vous rappeler que vous avez des alliés partout. » Fatoumata, enfin arrivée, serre sa fille dans ses bras. « Je suis si fière de toi », murmure-t-elle, pas seulement pour le prix, mais pour ce que tu as dit. Tu as transformé une injustice en quelque chose de beau. Adèle, tenant son prix, sent une force nouvelle s'installer en elle. Ce n'est pas seulement une récompense pour son algorithme, mais une affirmation de sa place dans le monde, une place qu'elle a gagnée, non sans lutte, mais avec un courage qu'elle commence à reconnaître comme le sien. Le salon exécutif de l'aéroport Charles de Gaulle bourdonne d'une énergie discrète, mélange de conversations feutrées et du tintement des verres de champagne. Adèle Moreau, désormais âgée de 18 ans, est assise près d'une baie vitrée, observant un Airbus A350 s'éloigner lentement vers une piste baignée par la lumière dorée d'un crépuscule parisien. Elle porte une veste en laine bleu foncé, ses cheveux tressés en un chignon sophistiqué, et un badge de l'université de la Sorbonne épinglé à son revers. À ses côtés, le commandant Antoine Dubois, en uniforme impeccable, sirote un café noir, ses tempes grisonnantes captant la lumière. « 1 an déjà », dit Adèle, un sourire pensif aux lèvres, son regard suivant l'avion qui disparaît dans l'horizon. « Et quelle année? Une bourse complète à la Sorbonne, une publication dans Nature, et maintenant ce programme STEM pour les jeunes. » Antoine hoche la tête, un éclat de fierté dans les yeux. « Pas mal pour une jeune femme qui a dû se battre pour un siège en première classe », répond-il avec un sourire complice, faisant référence à l'incident qui les a réunis 1 an plus tôt, sur ce même aéroport, dans des circonstances bien moins paisibles. Adèle rit doucement, mais son esprit s'égare vers ce moment, cet affrontement avec Madame Véronique Dubois, qui avait transformé un simple vol Paris-Lyon en une épreuve de courage. Depuis, son algorithme, désormais testé dans des hôpitaux à travers l'Europe, a attiré l'attention de l'Organisation mondiale de la santé et de plusieurs laboratoires pharmaceutiques. Mais au-delà de ses réussites scientifiques, c'est son discours à la cérémonie des prix des jeunes innovateurs qui a marqué les esprits. Publié en ligne par Pierre Lefebvre, le journaliste qui l'avait soutenu dans l'avion, il a été vu des millions de fois, devenant un cri de ralliement pour les jeunes issus de milieux marginalisés, ceux à qui l'on dit trop souvent qu'ils n'ont pas leur place. Adèle, elle, a décidé de transformer cette blessure en action. Elle s'est engagée dans un programme STEM, parcourant la France pour inspirer des lycéens, en particulier ceux issus de quartiers populaires comme Clichy-sous-Bois ou Saint-Denis, où les opportunités sont rares mais le talent abondant. Leur conversation est interrompue par l'arrivée d'une adolescente, Amina, 15 ans, les yeux brillants d'excitation. Elle porte un sweatshirt de l'association STEM pour tous, où Adèle anime des ateliers. « Mademoiselle Moreau, je ne voulais pas vous déranger », commence-t-elle, sa voix teintée de timidité. « Mais je tenais à vous dire merci. Votre atelier à Clichy m'a donné envie de continuer la robotique. » Adèle sourit, touchée par la sincérité de la jeune fille. Amina, d'origine sénégalaise, lui rappelle la version d'elle-même qui, à son âge, passait des nuits à coder sur un vieil ordinateur, rêvant de faire une différence. « Tu ne me déranges jamais, Amina, » répond Adèle. « Tu as déjà construit ce bras robotique dont tu m'as parlé ?» Amina hoche la tête avec enthousiasme, décrivant un prototype capable de trier des objets par couleur, un projet qu'elle a conçu avec des pièces récupérées dans une décharge électronique. Antoine, impressionné, lève un sourcil. « Voilà l'avenir, » murmure-t-il à Adèle. « Tu leur montres la voie. » Adèle repense à l'année écoulée, à la manière dont cet incident dans l'avion a façonné son parcours. Quelques mois plus tôt, elle a reçu une lettre inattendue de Véronique Dubois. L'avocate, après avoir perdu une promotion dans son cabinet à cause du scandale viral de l'incident, amplifié par l'article de Pierre Lefebvre dans Le Monde, a pris le temps de réfléchir à ses actions. Dans une lettre manuscrite, elle s'excusait, non sans maladresse, expliquant qu'elle avait agi sous le coup de préjugés qu'elle n'avait jamais interrogés. Adèle, après un long débat intérieur, a choisi de répondre avec générosité. Elle a invité Véronique à assister à un atelier STEM à Paris, espérant lui montrer ce que des jeunes comme Amina, comme elle-même, peuvent accomplir lorsqu'on leur donne une chance. À sa surprise, Véronique a accepté, assistant discrètement à l'événement, écoutant les présentations des lycéens avec un mélange de honte et d'admiration. Ce geste, bien que modeste, a renforcé la conviction d'Adèle.
Le changement, même lent, est possible, une conversation à la fois. Antoine pose sa tasse de café, son regard se perdant dans le balai des avions au loin. « Tu sais, Adèle, cet incident a eu des répercussions plus larges que tu ne l'imagines, dit-il. Air France a mis en place une formation obligatoire sur les biais inconscients pour tout le personnel navigant. Et devine qui a été consultante pour le programme? Adèle écarquille les yeux. Ma mère, Antoine acquiesce. Fatoumata ne t'a rien dit, bien sûr. Typique d'elle. Elle a insisté pour que la formation inclue des témoignages de passagers, pas seulement des études théoriques. Adèle rit, secouant la tête. Sa mère, la docteure Fatoumata Diallo, reste fidèle à elle-même, discrète sur ses propres accomplissements, mais féroce lorsqu'il s'agit de défendre une cause juste. Une annonce retentit dans le salon. Vol 1382 pour Lyon, embarquement à la porte A22. Adèle et Antoine échangent un regard, reconnaissant immédiatement le numéro du vol fatidique de l'année précédente. « Dites bonjour à votre mère de ma part », ajoute Antoine avec un clin d'œil. « Elle présente à une conférence à Lyon, n'est-ce pas ?» Adèle hoche la tête. Elle s'envole ce soir pour rejoindre Fatoumata après une journée d'orientation à la Sorbonne, où elle a rencontré des professeurs qui souhaitent collaborer à son prochain projet, une amélioration de son algorithme pour détecter les cancers pédiatriques. Mais ce n'est pas tout. Elle est aussi invitée à parler lors d'un panel sur la diversité dans les sciences, un sujet qu'elle aborde désormais avec une confiance qu'elle n'avait pas un an plus tôt. En quittant le salon, Adèle traverse le terminal, son sac à dos plus léger qu'à l'aller, comme si chaque pas vers la porte A22 allégeait le poids des souvenirs de l'année passée. Elle remarque une jeune fille noire, à peu près de son âge, tenant un billet de première classe, disant au revoir à ses parents avec une excitation mêlée de nervosité. Leurs regards se croisent, et Adèle lui offre un sourire rassurant, un écho de sa propre histoire. La jeune fille, surprise mais réconfortée, lui rend un sourire timide avant de se diriger vers l'embarquement. Ce moment, fugace mais chargé de sens, rappelle à Adèle pourquoi elle continue à se battre. Pas seulement pour elle-même, mais pour toutes celles qui viendront après elle, celles qui pourraient un jour se voir refuser un siège, une opportunité, une voix. Quelques semaines plus tard, Adèle se tient devant un groupe de lycéens dans un centre communautaire de Saint-Denis, lors d'un atelier STEM qu'elle co-anime avec Amina, désormais sa protégée officieuse. La salle est bruyante, vibrante d'énergie, les tables couvertes de circuits imprimés, de capteurs et de laptops usés mais fonctionnels. Amina explique son prototype de bras robotique à un groupe de collégiens, sa voix claire et assurée, tandis qu'Adèle observe depuis l'arrière, un sourire fier aux lèvres. Chaque obstacle est une chance de redéfinir ce qui est possible, dit-elle à la fin de l'atelier, reprenant les mots de son discours à Lyon. Demandez-vous toujours, et si vous étiez celui ou celle qui changeait les règles du jeu? Dans la foule, Amina lève les yeux, ses joues rosissant d'inspiration. Adèle sait, en cet instant, que son héritage n'est pas seulement son algorithme ou son prix, mais ces jeunes visages qui commencent à croire en leurs propres possibilités. Alors qu'elle quitte la salle, son téléphone vibre. Un message de Pierre Lefebvre. Article publié ce matin. Tu fais la une. Continue à briller. Adèle clique sur le lien joint, découvrant un long reportage dans Le Monde, intitulé « La nouvelle génération ». Comment Adèle Moreau redéfinit la science et la justice. L'article retrace son parcours, de l'incident dans l'avion à son discours viral, en passant par son engagement auprès des jeunes. Une photo la montre sur scène à Lyon, son prix en cristal scintillant sous les projecteurs, son regard déterminé. Adèle sourit, rangeant son téléphone. Elle n'est plus seulement la fille qui a défendu son siège. Elle est devenue une voix, une force, une inspiration. Et elle est prête à continuer à poser la question qui la guide. Et si, l'histoire d'Adèle Moreau, une jeune femme confrontée à l'injustice dans un avion avant de transformer cette épreuve en un discours puissant à la cérémonie des prix des jeunes innovateurs, résonne profondément dans le contexte de la société française contemporaine, où les questions d'identité, d'égalité et de reconnaissance continuent de façonner les débats publics. Cet récit, ancré dans des valeurs chères à la culture française, l'équité, la liberté d'expression et la quête de justice, offre une réflexion sur la résilience face aux préjugés et sur la capacité à transformer une expérience douloureuse en un levier de changement. En tant que spectateurs de cette histoire, nous sommes invités à examiner nos propres comportements, à interroger nos biais et à tirer des leçons pratiques pour nos vies quotidiennes. Le premier enseignement que l'on peut tirer de l'expérience d'Adèle est l'importance de défendre sa place, même lorsque le monde semble déterminé à vous la refuser. Dans l'avion, face à l'arrogance de Véronique Dubois, Adèle aurait pu céder, se retirer en silence pour éviter le conflit. Mais elle a choisi de tenir bon, soutenue par sa mère, Fatoumata,
et des alliés inattendus comme Pierre, Claire et le commandant Antoine. Cette persévérance face à l'adversité reflète une valeur profondément française. La dignité. En France, où l'histoire est marquée par des luttes pour la liberté et la justice, des idéaux de la Révolution française aux mouvements sociaux modernes, l'acte de défendre ses droits, même dans une situation apparemment banale comme une dispute pour un siège, devient un symbole de résistance. Dans nos vies, cela nous pousse à ne pas accepter l'injustice passivement, que ce soit au travail, à l'école ou dans les interactions quotidiennes. Par exemple, si nous sommes témoins d'une discrimination, qu'elle soit basée sur l'origine, le genre ou la classe sociale, nous pouvons choisir d'intervenir, comme Pierre l'a fait avec son enregistrement, ou de soutenir, comme Claire avec son témoignage discret. Une deuxième leçon concerne le pouvoir de la solidarité. Adèle n'a pas surmonté cette épreuve seule. Sa mère, une figure d'autorité et d'inspiration, a incarné un modèle de force et de résilience. Pierre, un inconnu devenu allié, a utilisé son privilège de journaliste pour amplifier la vérité. Claire, une hôtesse de l'air, a agi avec courage en enregistrant l'incident. Même Julien, un autre jeune lauréat, a offert à Adèle une connexion émotionnelle en partageant sa propre expérience de marginalisation. Cette constellation d'alliés illustre une vérité universelle. Le changement ne vient pas seulement de l'individu, mais de la communauté qui choisit de se tenir à ses côtés. En France, où les notions de fraternité et de solidarité sont inscrites dans la devise républicaine, cette histoire nous rappelle l'importance de construire des ponts entre les individus, de tendre la main à ceux qui sont marginalisés. Dans la vie quotidienne, cela peut se traduire par des gestes simples. Écouter un collègue qui se sent exclu. Soutenir un étudiant qui lutte contre les stéréotypes, ou encore signaler une injustice au lieu de détourner le regard. Enfin, l'histoire d'Adèle nous enseigne la puissance de transformer une blessure en un message universel. Son discours à Lyon, où elle a choisi de parler de l'incident de l'avion, plutôt que de se limiter à son travail scientifique, montre comment une expérience personnelle peut devenir un appel à l'action collective. En France, où l'éloquence est une forme d'art, et où les discours publics, de Victor Hugo à Simone Veil, ont souvent redéfini les contours de la société, le choix d'Adèle d'utiliser sa voix pour dénoncer les préjugés est un acte profondément culturel. Elle ne s'est pas contentée de gagner un prix, elle a utilisé cette plateforme pour poser une question essentielle. Et si nous jugions les gens pour leurs idées plutôt que pour leur apparence? Et si nous construisions un monde où chacun a sa place? Cette leçon nous invite à chercher des opportunités dans nos propres vies pour transformer les défis en messages positifs. Que ce soit en partageant une expérience dans un blog, en prenant la parole lors d'une réunion ou en mentorant un jeune, nous pouvons tous trouver des moyens d'inspirer le changement. Si cette histoire d'Adèle vous a touché, si elle vous a inspiré à réfléchir à votre propre rôle dans la lutte pour un monde plus juste, alors agissez dès maintenant. Cliquez sur j'aime pour montrer votre soutien. Partagez cette vidéo pour amplifier son message. Et abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos histoires inspirantes. Laissez un commentaire ci-dessous, dites-nous ce que cette histoire signifie pour vous, ou partagez une expérience où vous avez défendu votre place ou celle de quelqu'un d'autre. Ensemble, faisons entendre nos voix et construisons un avenir où chacun peut s'asseoir à la table qu'il mérite. Merci de nous rejoindre dans ce voyage.